Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des traitements immunosuppresseurs en transplantation rénale ainsi que des complications qui peuvent survenir après. La transplantation rénale reste le traitement d'exception jusque dans les années 70 et de nos jours, c'est le traitement par excellence de l'insuffisance rénale terminale. Pour tolérer les cellules greffées reconnues comme étrangères par l'hôte, une immunosuppression est incontournable. Face à un antigène étranger, la réponse immunitaire se déclenchera suite à l'intégration de trois signaux. Le premier signal, c'est la reconnaissance de l'antigène. Le deuxième signal, c'est la costimulation de la cellule présentatrice d'antigène et du lymphocyte T. Le troisième signal, c'est la libération par ce dernier de cytokines comme l'interleukine 2 qui va activer la prolifération des lymphocytes T. Les premiers traitements anti-rejet qu'on a connus sont les globulines antithymocytaires polyclonales développées dans les années 70. Ces anticorps polyclonaux anti-lymphocytes ont démontré leur efficacité en transplantation d'organes. Elles sont issues de l'immunisation du lapin contre le thymus humain. Elles vont inhiber donc la réponse immunitaire par une activation, une réduction non spécifique des lymphocytes T. Elles vont entraîner une lymphopénie très importante, parfois même une thrombopénie, une anémie, des réactions allergiques peuvent se voir ou même fébriles. Leur utilisation a été surtout bénéfique dans le traitement d'induction post-greffe, c'est-à-dire le traitement de courte durée administré dans les suites immédiates de la greffe rénale et qui permet de réduire le nombre et la sévérité des épisodes de rejet aigu. On peut les utiliser aussi dans le traitement curatif du rejet cellulaire sévère cortico-résistant. Après leur découverte par Kohler et Milstein en 1975, les anticorps monoclonaux ont été utilisés à la fin des années 80 surtout pour affiner la spécificité de l'immunosuppression. Ils sont obtenus par immunisation de la souris contre les antigènes humains. Parmi les anticorps monoclonaux, deux anticorps du récepteur de l'interleukine 2, le CD25, existent. L'un, il est chimérique, c'est le basiliximab. Le second, il est humanisé, c'est le daclizumab. Le basiliximab ou Simulect est un anticorps monoclonal chimérique, humain et murin, qui se fixe spécifiquement sur la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine 2 présent uniquement sur les lymphocytes T activés. Cet anticorps va inhiber la fixation de la cytokine interleukine 2 sur le récepteur membranaire et empêche donc l'activation des lymphocytes T. Le Simulect n'induit pas donc de lymphopénie. Il est très bien toléré. Il est utilisé en traitement d'induction, c'est-à-dire le traitement en post-greffe immédiat, par une injection intraveineuse de 20 mg à J0 et à J4 post-greffe. Il a une excellente tolérance immunologique. Le daclizumab ou Zenapax est un anticorps monoclonal humanisé se fixant également spécifiquement sur la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine 2, présent uniquement au niveau des lymphocytes T activés. Les corticostéroïdes ont une action anti-inflammatoire et immunosuppressive, utilisée en transplantation d'organes pour prévenir le rejet. Sous forme orale, c'est la prédnisone ou cortencil à faible dose, 1 mg kg. Dans le traitement du rejet cellulaire aigu, on utilise la forme intraveineuse, c'est la méthylprédnisolone ou Solu-Medrol à forte dose, 500 mg par jour pendant 3 jours. La diminution des cytokines inflammatoires est l'effet le plus important des corticoïdes. Il baisse aussi la production de prostaglandines et de leucotriènes.
Ils induisent donc une apoptose des lymphocytes. Les effets indésirables des corticoïdes sont surtout le diabète, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, le surpoids, l'ostéoporose et l'ostéonécrose, les troubles de la croissance, surtout chez l'enfant, l'atrophie musculaire, ainsi que la cataracte. Le tacrolimus et la cyclosporine. La cyclosporine, en se fixant à la cyclophiline, va former le complexe calcicyclosporine-cyclophiline, qui va se lier avec la calcinurine et son corécepteur, la calmoduline. Ces protéines qui sont déphosphorylantes, elles devraient enlever le phosphate de la protéine NFAT pour Nuclear Factor of Activated T-cells, ce qui lui permettra d'entrer dans le noyau et d'induire la production d'interleukine 2 par les lymphocytes. Donc cette action de déphosphorylation est inhibée par le complexe calcinurine-cyclosporine. Leur utilité en transplantation d'organes et en greffe de moelle osseuse est très importante pour prévenir le rejet et pour traiter le rejet. En néphrologie, on peut les utiliser aussi dans le traitement de deuxième intention des syndromes néphrotiques cortico-résistants avec lésions glomérulaires minimes. Ils ont beaucoup d'effets indésirables. La cyclosporine a une néphrotoxicité très importante, une dyslipidémie, le risque d'hypertension artérielle, d'hypertrichose, d'hypertrophie gingivale et de tremblement. Pour le tacrolimus, les effets indésirables sont surtout la néphrotoxicité, le risque de diabète, la neurotoxicité, le risque d'hypertension artérielle et de dyslipidémie. La protéine mTOR régule la prolifération cellulaire, la croissance et la mobilité cellulaire ainsi que la survie cellulaire. Les anti-mTOR qu'on utilise en transplantation rénale donc vont inhiber la prolifération des lymphocytes T. Pas d'effet néphrotoxique, mais un métabolisme hépatique important en agissant sur le cytochrome P450. Beaucoup d'interactions médicamenteuses vont être les conséquences. Les effets indésirables sont surtout dose-dépendants, tels que les aftes, les troubles digestifs, le retard de cicatrisation, les œdèmes, la dyslipidémie, l'anémie, la thrombopénie, l'oligospermie ou l'infertilité chez l'homme. Les antimétabolites mycophénolates mofétyl ou l'azatioprine sont des inhibiteurs réversibles et non compétitifs de l'inosine monophosphate déshydrogénase, donc ils vont inhiber la synthèse de la guanine. Ils inhibent aussi donc la prolifération lymphocytaire T et aussi les lymphocytes B en inhibant donc la synthèse de nouveau des bases puriques. Le CellCept est plus efficace que l'Immurel pour prévenir le rejet cellulaire. Il a une action antiproliférative plus ciblée que l'Immurel. Dans la prévention du rejet aigu et dans le traitement du rejet chronique, on peut aussi l'utiliser. Les effets indésirables sont surtout la diarrhée, la leucopénie, l'anémie, la toxicité médulaire, l'hépatite et la pancréatite. Le Myfortic, qui est une forme gastro-résistante de mycophénolate, donne moins d'atteintes digestives. Les schémas de traitement immunosuppresseurs qu'on peut utiliser sont les schémas d'induction. L'induction, on peut utiliser les anticorps qui entraînent une déplétion lymphocytaire tels que les anticorps polyclonaux, ce sont la thymoglobuline ou la TG. On peut utiliser aussi l'OKT3 qui sont des anticorps monoclonaux, mais ils ont été abandonnés pour leur effet sur le syndrome inflammatoire systémique. On peut utiliser meilleur encore les anticorps monoclonaux sans déplétion lymphocytaire tels que les antirécepteurs de l'interleukine 2 ou les anti-CD25, c'est le basiliximab ou le Simulect, associés avec le corticoïde, avec les antiprolifératifs, le CellCept et les anticalcinurines, la cyclosporine ou le tacrolimus. Dans le traitement d'entretien,
On peut utiliser les corticoïdes sous forme de prédnisone qu'on peut arrêter au 6e mois pour les patients qui ne sont pas très immunisés. Associés aux antiprolifératifs tels que le Cellcept ou le Mifortic, avec les anticalcinurines, la cyclosporine ou le tacrolimus, ou bien on peut utiliser les anti-mTOR tels que la rapamune ou le Certican. Les complications mécaniques peuvent survenir en post-opératoire. Ce sont les thromboses de l'artère ou de la veine du greffon. On peut avoir une sténose urétérale, des lymphocèles ainsi que des hématomes. La nécrose tubulaire aiguë est quasi constante en cas de greffe avec donneur cadavérique, du fait de l'ischémie-reperfusion. Elle est à l'origine d'un retard de reprise de fonction du greffon et d'une anurie persistante. Les conditions qui favorisent sa survenue sont surtout l'instabilité hémodynamique chez le donneur et le temps d'ischémie froide prolongé. On peut voir ici une image d'infarctus rénal au Doppler et à l'artériographie rénale. Ici, on peut voir un infarctus segmentaire au niveau du greffon, au Doppler et au scanner du greffon. La lymphocèle est une collection liquidienne constituée de lymphe dans une cavité non épithélialisée. Elle peut être unie ou multicompartimentée. La lymphocèle est située dans la loge de la transplantation en extra-péritonéal. Ici, on voit un aspect échographique d'une lymphocèle anéchogène cloisonnée en post-transplantation. En image B, on a un aspect tomodocytométrique d'une lymphocèle sous forme d'une lésion hypodense avec une paroi fine. Elle peut être cloisonnée ou non. On peut voir ici un hématome périgreffon qui est constitué dans les jours post-greffe immédiats. Une collection aspécifique peut être vue aussi en périgreffon. Comme complication chirurgicale, une thrombose vasculaire, artérielle ou veineuse peuvent se voir, avec une absence de flux au Doppler, plus ou moins un va-et-vient dans les veines par un flux passif. Les axes iliaques sont très perméables et il n'y a pas de flux en intra-rénal. Le greffon peut devenir œdémacié en cas de thrombose de la veine du greffon. Il n'y a pas de flux veineux au Doppler et l'image échogène au niveau de la veine. L'artère est très résistive avec une inversion du flux diastolique. Les index de résistance sont très élevés. La sténose de l'artère du greffon se reconnaît par des vitesses accélérées au niveau de l'artère iliaque externe avec un amortissement du flux d'aval en cas de sténose supérieure à 70%. Une obstruction urétérale peut être due à un calcul ou une compression extrinsèque. On peut donc avoir un calcul au niveau du pôle inférieur du greffon avec une sténose majeure et une hydronéphrose conséquente en cas de calcul distal piélique. On peut aussi avoir dans certains cas une fistule urétérale. Parmi les complications infectieuses, on peut avoir des complications fongiques à candida quand on a une infection du liquide de transport et de conservation du greffon. Les complications infectieuses bactériennes sont surtout des infections urinaires. On peut avoir une pyélonéphrite aiguë ainsi qu'un abcès du greffon. Les infections virales sont surtout à CMV, à EBV et à BK-virus. Les infections parasitaires sont la pneumocystose, l'anguillulose maligne dans ce cas-là. Les complications immunologiques sont surtout le rejet médié par les cellules T qu'on appelle le TCMR, T-cell mediated rejection. C'est une inflammation tubulo-interstitielle qui fait suite à l'activation et à la migration des lymphocytes T vers le greffon. Le deuxième type de rejet,
c'est le rejet médié par les anticorps ou ABMR pour Antibody B-Cell Mediated Rejection. C'est une inflammation microvasculaire qui survient après activation des lymphocytes B, la différenciation des plasmocytes et la production d'anticorps. Le rejet hyperaigu, il est toujours humoral avec survenu dès le déclampage vasculaire, c'est-à-dire il est dû à la présence d'anticorps préformés chez le receveur qui se fixent sur le greffon et induisent une thrombose des artères et sa nécrose. Il est rare depuis la réalisation systématique du cross-match en pré-greffe rénale. On voit ici une nécrose fibrinoïde artériolaire ainsi qu'une capillarite glomérulaire avec une nécrose vasculaire, microcirculation rénale. Le rejet aigu peut survenir tôt ou à distance de la greffe. Le pic de fréquence, c'est le premier mois. Il est dû à la reconnaissance des antigènes du donneur par les lymphocytes T du receveur. Son mécanisme peut relever d'une cytotoxicité cellulaire et immorale. Le risque de rejet aigu est plus faible après quelques mois de la greffe, mais persiste toute la durée de vie ou de fonction du greffon. Dans le rejet aigu humoral, la clinique est importante. C'est une insuffisance rénale aiguë. Le diagnostic positif du rejet aigu humoral est surtout la présence d'anticorps spécifiques du donneur ou DSA avec plus ou moins un cross-match du jour qui est positif. Histologiquement, on va avoir une positivité du C4D qui est une partie du complément activé avec des lésions vasculaires et margination des éléments inflammatoires au niveau des capillaires glomérulaires. Le rejet aigu cellulaire est une infiltration massive du greffon par les lymphocytes T, CD4 activés et les macrophages. Il constitue 15% des taux de rejet aigu, malgré un traitement immunosuppresseur. Il peut survenir dès les premières semaines après la transplantation et il est la cause de perte du greffon à court terme ainsi que de dysfonction chronique du greffon. Il peut entraîner un greffon douloureux, augmenté de volume, avec une diurèse baissée, oligurie ou anurie, un œdème et un fébricule. Le diagnostic se fait surtout par la biopsie du greffon qui retrouve un infiltrat lymphocytaire avec une tubulite, réaction tubulaire comme on voit à ce niveau. Quels sont les médiateurs immunologiques du rejet? Les cellules présentatrices d'antigènes vont activer les cellules T helper ou CD4 qui vont produire des cytokines inflammatoires. Ces cytokines vont induire une stimulation des plasmocytes qui vont produire des anticorps. En même temps, les T helpers vont activer les lymphocytes CD8 cytotoxiques. Ces CD8 peuvent être directement influencés par les cellules du donneur. On va avoir donc une stimulation des lymphocytes T. En même temps, les T-helpers peuvent activer les naturels killers qui peuvent donc produire des interférons gamma. On va avoir à la fin une cytotoxicité à médiation cellulaire, une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, ainsi qu'avec l'activation du complément, on peut avoir des lésions lytiques directement au niveau des vaisseaux avec l'intervention des médiateurs de l'inflammation. La récidive précoce d'une néphropathie initiale peut se voir surtout en cas de hyalinose segmentaire et focale, avec l'installation d'une protéinurie massive, plus ou moins un syndrome néphrotique. Le traitement consistera en injection intraveineuse de cyclosporine avec des échanges plasmatiques. Dans l'anapathe, on peut avoir des lésions glomérulaires segmentaires et focales avec un collapsus des anses capillaires et des dépôts hyalins au niveau des podocytes. Le rejet chronique ou la néphropathie chronique d'allogreffe apparaît quelques mois ou quelques années après la transplantation. C'est une dégradation progressive de la fonction du greffon, favorisée
par des facteurs immunologiques et des facteurs non immunologiques. Les facteurs immunologiques sont surtout la pré-immunisation, les épisodes de rejet aigu et l'immunosuppression insuffisante ou inadéquate. Les facteurs non immunologiques sont surtout liés à la mauvaise conservation du greffon, à l'ischémie prolongée ou bien donc la reprise retardée du greffon ainsi que les facteurs métaboliques. Les modifications qui peuvent survenir sur le greffon sont surtout fibrosantes avec une fibrose des capillaires et des artères qui se caractérisent par des membranes basales, des capillaires glomérulaires et tubulaires qui deviennent feuilletés. Il y a absence de thérapeutique dans le rejet chronique. Quand il survient, il faut se préparer à une deuxième greffe, éventuellement redémarrer la dialyse. Tout tableau infectieux doit être expertisé sans retard. Il faut pratiquer facilement devant une fièvre, un ECBE avec bandelette urinaire, des prélèvements sanguins hémoculture, des lavements bronchio-alvéolaires devant un tableau de pneumopathie atypique, une ponction lombaire devant des signes neurologiques et la biopsie éventuelle d'organes. La chronologie des infections selon la période post-greffe est très importante. Attention aux pyélonéphrite et aux pneumopathies. La vaccination contre le pneumocoque et la grippe sont recommandées en post-greffe rénale. Un syndrome CMV peut survenir avec une fièvre, des arthralgies, des myalgies, une leucopénie, une thrombopénie, ainsi que des transaminases élevées. La maladie à CMV devient invasive quand on a l'installation d'une pneumopathie ou bien d'une colite ou d'une pancréatite ou même d'une encéphalite ou d'une rétinite. Le pneumocystis gyrophétie peut s'installer et donner un tableau de pneumopathie alvéolo-interstitielle hypoxémiante bilatérale. Il est rare depuis la prévention par le Bactrim pendant 6 mois en post-greffe. La toxoplasmose peut entraîner une encéphalite avec des abcès cérébraux, mais on peut aussi avoir un tableau de pneumopathie. La prévention se fait toujours par l'adjonction de Bactrim en post-greffe rénale. Les complications néoplasiques peuvent être sous forme de cancer cutané. Les facteurs de risque sont surtout l'immunosuppression et l'exposition solaire, le phénotype clair et la présence d'un papillomavirus. Les cancers peuvent survenir aussi au niveau des reins propres et entraîner donc des lésions importantes. On peut avoir aussi des cancers digestifs ainsi que des cancers gynécologiques ou urologiques. Les facteurs de risque de survenue de néoplasie, c'est surtout le type, l'intensité et la durée de l'immunosuppression, l'âge, le sexe, les facteurs génétiques, environnementaux, ainsi que la présence d'infections virales telles que le BV, l'HVC, l'HBV, l'HHV8 et le HPV, et les antécédents de cancer. Les syndromes lymphoprolifératifs peuvent survenir aussi en post-greffe rénale. Ici, on voit à la TDM une masse tissulaire du greffon rénal avec une prolifération tumorale à l'anapathe faite de grandes cellules monomorphes. Parmi les complications tardives, on peut avoir une récidive de la néphropathie initiale. Ici, on voit survenue d'une récidive d'un diabète en post-greffe rénale avec une prolifération qui est soit diffuse ou bien nodulaire intracapillaire. Ici, on peut avoir une récidive d'une glomérulonéphrite extramembraneuse avec à l'argentation des membranes basales qui sont hypertrophiées, dédoublées, avec des dépôts extramembraneux d'IgG et de C3. Ici, à l'immunofluorescence, on voit bien le dépôt d'IgG et de C3. La néphropathie à IgA peut aussi récidiver en post-greffe avec une augmentation de la matrice mésangiale et des dépôts d'IgG et de compléments C3 au niveau du mésangiome. Parmi les complications tardives, on peut avoir les complications cardiovasculaires sous forme de maladies coronariennes, de maladies cérébrovasculaires et de maladies
vasculaire périphérique à cause des facteurs immunologiques, les immunosuppresseurs, des facteurs métaboliques ainsi que les facteurs ou les antécédents personnels. Elles peuvent être une cause fréquente de décès avec un greffon fonctionnel. Comme message à retenir, la transplantation rénale présente la meilleure technique de suppléance rénale avec une meilleure qualité de vie et une espérance de vie supérieure à l'hémodialyse. Il y a moins de complications cardiovasculaires qu'en dialyse. Mais ça ne signifie pas qu'on est guéri de l'insuffisance rénale chronique, car il faut poursuivre la luminosuppression à vie avec une observance pour une meilleure qualité de vie. L'importance du choix du donneur, l'âge du donneur, les comorbidités du donneur sont très importantes pour réussir la greffe. L'acte chirurgical doit être précédé d'un bilan pré-greffe exhaustif afin d'éviter les complications infectieuses et immunologiques à long terme. Et je vous remercie pour votre attention.